Bonjour à toutes et à tous. Merci aux internautes qui suivent la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un live webinaire sur entrepreneuriat et COVID-19, défis et opportunités. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. David Watchell, qui est vice-président de la fondation Blackstone, qui va nous parler de la thématique. M. David a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, dans le soutien et dans le développement des organisations qui travaille avec les entrepreneurs. Nous avons le plaisir de l'accueillir et nous allons discuter autour de cette thématique. Monsieur David, vous avez la parole. Bien sûr, merci Papé et bonjour à tous. Merci beaucoup à vous de passer une heure avec moi et j'espère que dans l'heure qu'on va voir un peu des idées, on va parler un peu des possibilités et j'espère qu'à la fin, vous trouvez que vous avez tous parté avec des leçons et d'inspiration de continuer à votre voyage d'entrepreneuriat. Comme Papa a dit, je viens de passer 20 ans dans le... je viens de passer... pardon, il y a le chien. Je pense qu'il va nous revenir juste Pardon. Okay, Malheureusement, comme c'est la période de COVID, il faut tous adopter et je travaille de ma maison et en fait, notre chien a regardé un chat à l'extérieur et on lui a laissé partir pour chercher le chat et j'espère qu'on n'aura plus de problèmes après. Très bien, donc merci beaucoup. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais plutôt l'entrepreneuriat dans des pays en voie de développement, mais aussi avec des entrepreneurs américains. Et en fait, la chose que j'ai vue depuis 10 ans, et je vais partager mon écran brièvement pour une présentation, mais la chose que j'ai regardée pendant des temps de problèmes, c'est que les entrepreneurs ne voient jamais des problèmes, surtout dans les problèmes économiques. En fait, ils sont toujours optimistes et ils voient toujours les possibilités et pas les défis. Et donc, c'est un départ pour commencer de parler un peu de la période où nous sommes maintenant. Je vais juste partager mon écran vite. Voilà. J'espère que vous allez voir. Donc, je vais commencer avec une citation de mon patron dans un organisme qui s'appelle Endeavor, qui est un leader mondial dans le support des entrepreneurs. Et en fait, elle a dit, il y a 10 ans, pendant la période de problèmes économiques de 2008-2009, elle a constaté quelque chose qu'on a vu depuis, qui était que, en fait, elle a toujours dit en anglais, elle a dit when economies trend down, entrepreneurs look up. En français, quand l'économie est en baisse, les entrepreneurs regardent vers le haut. Et comme j'ai dit, en fait, ça c'est une chose qu'on a constatée, moi personnellement, mais en fait même dans l'histoire, c'est que les périodes de problèmes économiques sont des périodes très bien normalement pour les entrepreneurs. Et même quand vous allez voir les grandes sociétés mondiales et américaines, il y en a beaucoup qui ont été nés dans des périodes de problèmes économiques, notamment General Electric, IBM, Disney, Hewlett-Packard et Microsoft. Ils ont été tous fondés dans des périodes de difficultés économiques. Donc ça c'est juste pour dire qu'aujourd'hui n'est pas très différent que les autres problèmes. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que les défis que vous avez l'expérience maintenant
ce sont plutôt les défis qui existent toujours pour les entrepreneurs. Ils ne sont pas différents tellement. Les grands défis sont toujours innovation, marketing, la recherche des clients, vente et éventuellement financement. Ça, c'est pas différent. Ça n'a rien à voir avec les problèmes aujourd'hui. Ce sont les problèmes que les entrepreneurs ont toujours et qu'ils, normalement, ils réussissent à avoir. La grande différence pour moi dans une période comme maintenant, c'est en fait les opportunités. Et en fait, je commence pour le fait que quand vous avez des problèmes économiques qu'on souffre maintenant au niveau mondial, on expérience tous un bouleversement du marché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça remet tout en question. Et pour un entrepreneur, normalement, ça c'est une opportunité plus qu'un défi. Et en fait, quand il y a un bouleversement des marchés, c'est normalement plus difficile pour les leaders, pour les sociétés établies, de s'adapter au changement économique que les nouvelles entrantes. Vous avez la possibilité comme entrepreneur d'avoir plus de flexibilité, plus de possibilités d'adresser les problèmes et moins d'infrastructures à mener ou changer. Il y a évidemment des nouveaux besoins des clients. Il faut vraiment être près des clients et normalement, un bon entrepreneur connaît bien ses clients et a des mesures et des manières de trouver des nouvelles informations. Et aussi, ça demande souvent des nouveaux réseaux de distribution. Si j'ai bien compris, après une semaine du lockdown au Sénégal, il y avait partout les posters de livraison. Et je pense que de ce que j'ai compris, l'économie sénégalaise a répondu très vitement aux besoins de nouveaux réseaux de distribution jusqu'au domaine du niveau de maison particulier. La question que j'ai pour vous, c'est êtes-vous prête à saisir le moment? Normalement, c'est facile pour les gens de dire il y a des problèmes, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir de ces problèmes, mais en fait, la question pour vous, c'est vous avez normalement comme entrepreneur beaucoup de possibilités de répondre aux opportunités qui se présentent. Et la première chose à faire, c'est réviser votre business plan. Et s'il y a une chose que j'ai appris pendant 12 ans de travail avec Endeavor et les entrepreneurs partout dans le monde, c'est qu'en fait, c'est un peu un mensonge qu'un entrepreneur a un vrai business plan. Normalement, on commence avec un petit plan, pas un grand plan, et on change et on s'adapte tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est un bon moment de réviser où vous êtes maintenant et où vous pouvez aller. Et moi, normalement, je divise ça en 3 parties. Première, c'est produits et les marchés. Alors, la chose à se demander, c'est est-ce que les produits que vous proposez au marché sont adaptés aux demandes et aux besoins actuels? En fait, il faut absolument admettre qu'il y a un changement. Les gens ne procèdent pas comme ils faisaient avant. Et souvent, ça va demander de vous de se questionner tout et de se demander si vous êtes préparé pour ça. Si les produits, peut-être il y a une moitié des produits que vous avez où il y aura plus de demandes et il y a une moitié que vous devez laisser pour l'instant ou bien pour permanent. Vous devez voir aussi si peut-être vous avez la possibilité d'aller vers la demande de vos clientes. Un second partie, c'est administration. Parce que, en fait, aujourd'hui, la plupart des petites sociétés ont déjà adopté des systèmes de paiement électronique, mais évidemment, c'est plus important aujourd'hui qu'avant. Et comme j'avais parlé avant, il y a une question de logistique. Si vous avez vendu plutôt d'un magasin ou au mayoriste, vous avez peut-être besoin de réviser votre logistique et voir si vous pouvez faire des livraisons directes aux clients qu'avant. Un troisième domaine, c'est marketing. Et là, c'est juste une question, c'est qu'avez-vous un plan mis à jour pour cibler le marché actuel? Encore, vous aurez peut-être une idée de marketing déjà, mais on va parler un peu plus dans cette présentation, mais ça demande un peu en ce moment une révision de marketing pour être vraiment ciblé au moment.
Je vais parler plus tard dans la présentation sur l'importance du mentoring et de trouver un mentor. Et je trouvais que ces 3 domaines sont tous des domaines où un mentor peut vraiment vous aider. Comme j'ai dit, on va parler un peu plus tard de comment trouver un mentor et l'importance. Mais il vaut mieux garder cette idée que peut-être vous n'aurez pas la possibilité de de penser toute seule sur ces questions. Vous devez aller demander aux autres la possibilité de ça. Alors, je vais commencer avec le domaine de produits et marché. Alors, il y a 3 questions à se poser. Attendez un moment parce que je vais juste... Pardon encore pour ça. Alors, 3 questions. Comment évoluent les besoins de vos clients? Ce qu'ils achetaient avant ou ce qu'ils voulaient avant, ça peut être resté le même, mais ça peut avoir changé. Et il faut vraiment bien penser à ça. Et la meilleure manière de faire ça, c'est juste de demander aux gens. L'autre question, c'est est-ce que vous devez étendre ou diminuer l'offre des produits? Dans mon expérience, les entrepreneurs souvent ne veulent pas laisser tomber un produit ou une idée qui est chère à eux ou bien où ils avaient investi beaucoup pas juste d'argent, mais de temps en développer. Et souvent, quand il y a un changement de marché, il faut vraiment se demander si vous avez 10 produits ou 5 produits, peut-être c'est le bon moment de concentrer sur 3, sur 5. Ça, c'est aussi, comme j'ai dit, souvent les défis sont les mêmes. Ça, c'est une question que vous devez vous demander, même s'il n'y avait pas un changement de marché. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être plus important de vraiment laisser tomber les choses qui ne sont pas rentables pour vraiment concentrer sur les choses où il y a vraiment de demande. Et là, troisième chose, penser à la demande. Et en fait, on m'a dit que j'ai demandé aux organisateurs de cette webinaire avant les industries où il y en a représentées. Et on m'a dit que, en fait, 3 industries, plutôt la mode, l'agriculture et IT. Et donc, j'ai mis 3 questions. Il y a évidemment plus de questions, mais en fait, pour quelqu'un dans la mode, si vous avez du tissu, si vous avez des machines à coudre, peut-être c'est le moment de produire des masques, qui est un marché qui explose partout dans le monde. Si vous avez une industrie qui vend des produits agricoles aux majoristes ou bien aux hôtels, il faut probablement trouver des nouveaux clients et trouver, ça c'est plutôt une question de marketing et livraison, mais peut-être vous pouvez voir sur le marché même des particuliers. Même aux États-Unis, par exemple, moi, j'habite dans la banlieue. Pour l'instant, normalement, j'habite dans la ville et j'ai constaté 1 mois après ou bien 2-3 semaines après le commencement du lockdown ici à New York, que les mêmes camions que normalement étaient devant les restaurants et les hôtels commençaient à faire des livraisons aux particuliers. Et en fait, on a vu ces grands camions. Et en fait, il y avait de demandes des particuliers parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison pour tout le repas. Et ils ont constaté que même avec un minimum qui était assez grand normalement pour une maison particulière, qu'il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de familles qui se sont concentrées tous ensemble. Donc ça, c'est un exemple de comment adapter. Et en fait, si vous êtes dans le IT, en fait, ça peut être une époque de grande opportunité. Vous avez des sociétés qui, maintenant, tout le monde travaille chez eux ou bien ne rentre pas au bureau et ils ont besoin des nouveaux systèmes pour opérer, du cyber security jusqu'au logiciel, installation de logiciels à la maison.
Donc, ce sont trois exemples. J'imagine qu'il y aura beaucoup plus. Et j'espère que vous avez des questions après de me poser. Mais la grande question aussi, c'est y a-t-il un avantage que je peux trouver vis-à-vis de la concurrence? Et je dis ça parce que, comme j'ai commencé, j'ai dit que quand il y a un bouleversement de marché comme tel qu'on expérience, souvent ce sont les grandes qui ont plus de problèmes de s'adapter. Ils ont trop d'infrastructures, trop de personnes qui ne peuvent pas penser à la nouvelle réalité. Et vous avez vraiment une possibilité ici de voir où est la concurrence en ce moment. Et souvent, c'est une opportunité de gagner des clients avec une flexibilité que les grands ne peuvent pas avoir. Alors, en passant au marketing, votre marque est toujours très importante, votre marque personnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, votre marque devient même plus importante. Et quand je parle de marque, c'est plutôt une marque digitale. Évidemment, les personnes ne circulent pas comme avant. Il y a beaucoup moins de possibilités de rencontrer des clients l'un à l'autre, face à face. Et donc, la présence digitale, c'est vraiment impérative. J'imagine que la plupart de vous ont déjà une présence dans les réseaux sociaux, mais comme dans tous les domaines, il faut vraiment réviser et voir cette présence, voir si vous devez vraiment, si vous avez normalement posté une fois par semaine ou une fois par mois, vous devez penser de poster plus. Aussi, si vous avez une base de données quelconque, vous avez accès ou bien vous avez déjà une liste des clientes et leur mail. Si vous n'avez pas encore fait des mails organisés ou bien des newsletters électroniques, c'est vraiment un bon moment d'y penser. Et aussi, si vous avez souvent les gens ont une petite site Internet ou une présence sur Facebook qui sert comme site Internet, mais vous devez vraiment penser à la transformation de ce site qui, avant, pouvait être juste un site d'information à une boutique online. Il y a des clients qui, s'ils s'intéressent à vos produits, et avant, ils les ont achetés par manière des introductions ou des majoristes ou des magasins. Maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités qu'ils veulent vous approcher direct et que vous veulent acheter online. Et si vous n'avez pas encore fait la transformation de votre présence en boutique, c'est le bon moment d'y penser. Avec toute cette idée de présence digitale, je veux souligner que, en fait, tout le monde a maintenant un smartphone quelconque et le smartphone est vraiment devenu une source de créativité que les gens n'avaient pas du tout, même il y a 3-4 ans. Avec un smartphone, une tablette, vous pouvez produire des vidéos de bonne qualité, vous pouvez faire un podcast. En fait, évidemment, si vous avez des copains qui peuvent produire des choses plus créatives pour vous, c'est bien, mais vous avez dans votre main la possibilité d'être créatif et de rajouter beaucoup de valeur, plus de valeur à votre présence digitale. En fait, on m'a demandé de parler un peu sur financement. Et je sais que par rapport aux États-Unis, à la situation américaine, c'est toujours beaucoup plus difficile dans les pays africains, les pays de l'Afrique du Nord, l'Amérique latine, de trouver du financement. Et en fait, moi, je dirais que ça, c'est une bonne chose. Peut-être vous ne pensez pas, mais c'est une bonne chose parce que la plupart des idées et des sociétés lancées dans un pays comme le Sénégal ou dans l'Afrique du Nord, les gens n'ont pas le luxe de perdre de l'argent pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans, tandis qu'ils construisent une entreprise. Pour vous, il faut que normalement que l'entreprise soit rentable des premières semaines ou mois. Et je pense que ça, c'est une bonne chose, même que c'est problématique, mais c'est une bonne chose. Mais de toute façon, il y a un moment donné où vous aurez besoin de financement pour élaborer votre idée, pour aller à un autre niveau. Et là, en fait, première chose que je voulais parler, c'est le crowdfunding qui, pour des startups comme vous,
pourrait être une option de plus en plus intéressante. J'ai noté ici qu'il y a 2 plateformes dont on a parlé, du crowdfunding au Sénégal. Mais la bonne chose du crowdfunding, c'est que ça n'arrive pas juste d'ailleurs. C'est un peu une évolution de quelque chose qui existait avant, que vous avez souvent pour des startups, la possibilité des familles et des amis qui ont fait les premiers financements. La bonne chose du crowdfunding, c'est qu'en fait, c'est une plateforme sur l'Internet qui vous permet de partager vos idées et partager votre idée avec plus de gens que vous connaissez. Et à un moment donné où vous avez des restrictions d'aller parler avec des gens que vous connaissez, la possibilité d'organiser quelque chose qui avant se faisait par personne à personne, ça peut être plus efficace et aller plus vite avec une plateforme de crowdfunding. Et je vous vraiment encourager de voir sur le crowdfunding les possibilités qui existent, mais ça n'existe pas dans un vacuum. C'est pas que vous allez poster sur un site comme Japo ou comme Walam et que les gens vont vous trouver. Même si vous postez, il faut quand même notifier vos amis, notifier vos réseaux que vous avez posté là-bas et les envoyer là-bas pour regarder la possibilité que vous avez. Moi, personnellement, je connais pas mal de personnes dans les dernières années qui ont lancé des sociétés, des startups avec crowdfunding. Normalement, la chose que je peux dire, c'est que il faut quand même faire une offre spéciale pour les gens qui vont être les premiers fondateurs, donc vendeurs. Donc, par exemple, moi, j'avais un copain qui a lancé une société de bagages. C'était les bagages Smart Bagages avec une chose pour brancher votre smartphone dans le bagage, dans la valise. Et en fait, ce qu'il a fait, c'était qu'il a offert aux premières 100 personnes ou 500 personnes qui l'ont donné $500, il a offert une valise. Et donc, ça a permis à lui de financer la première production des valises et de lui donner les premiers clients. Et il a dit que le prix de la valise pour les gens qui n'étaient pas fondeurs serait de $400 à $500. Et en fait, il a dit en fait, ça l'a permis de produire les premières 1000 valises. Donc, juste un exemple, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, si vous n'avez pas y pensé, d'expérimenter et de voir. Si vous voulez voir un peu des exemples de crowdfunding aux États-Unis, où ça se passe beaucoup, et voir des exemples, il y a un site qui s'appelle GoFundMe, que vous pouvez voir, et je pense que vous allez trouver plusieurs startups là-bas et vous pouvez un peu copier leurs idées et leur manière de trouver des investisseurs. La deuxième chose en financement pour des sociétés un peu plus avancées, pas les startups, c'est les incubateurs. Souvent, les incubateurs ont une mauvaise réputation, mais à mon avis, c'est pour à un moment donné, si vous avez la possibilité d'être accepté dans un incubateur, il faut absolument regarder et étudier les possibilités. D'abord, un incubateur va vous donner un partage d'expérience que vous n'aurez jamais pas toute seule. Vous avez aussi le conseil, et ça c'est le plus important, et surtout le conseil et l'introduction aux sources de financement. Si vous n'êtes jamais interviewé par un incubateur, normalement ils veulent demander un pourcentage de votre société, et là il faut être très sûr que avec cet échange de pourcentage qu'ils vont vraiment vous ouvrir les possibilités à un haut niveau de financement. Et ça, vraiment, ça, c'est la question que je dois poser à chaque incubateur, mais souvent, ils ont la possibilité de faire des pitch days, de faire des introductions aux investisseurs que vous ne pouvez pas faire toute seule. Aussi, les incubateurs ont des moyens logistiques
entre bureau ou accès au rabais pour le logiciel, etc., qui puisse être très intéressant pour certaines sociétés. J'ai une liste ici des incubateurs au Sénégal, si vous ne les connaissez pas. J'imagine, une autre chose, c'est que j'imagine que les organisateurs de cet webinaire vont partager cette présentation avec vous après. Donc, vous aurez toute cette liste. Vous n'avez pas besoin de faire un screenshot ou de tout ça. Mais ce sont une liste de 10 à 11 incubateurs qui se trouvent au Sénégal. Et je vous encourage un peu d'apprendre un peu. Certains ont des différentes industries qui les intéressent, des sociétés à des différents niveaux d'évolution. Mais j'espère que peut-être vous pouvez trouver entre cette liste un incubateur qui peut vous servir pour votre développement. Alors, dernière partie de ma présentation, et après, je vais vous inviter de me poser des questions, c'est le mentoring. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je veux partager avec vous, c'est que vous ne devez pas du tout hésiter d'apprendre de l'expérience des autres. Et vous serez surprise que la plupart des entrepreneurs qui ont déjà établi des sociétés aiment bien partager leurs expériences et aiment bien aider les gens. Et vous allez aussi trouver en parlant avec eux que la plupart eux-mêmes avaient des mentors qui les ont aidés dans leur voyage d'entrepreneur. Et en fait, la chose la plus importante, c'est que vous ne devez pas être seul dans votre entreprise. Et je sais que c'est difficile. Souvent, on pense, si je partage mes faiblesses, si je partage les problèmes que j'ai, ça serait peut-être un signe de faiblesse de ma boîte, mais pas du tout. Vous devez absolument trouver quelqu'un avec lequel vous pouvez partager vos idées, vos témoins et ce qui se passe dans votre entreprise. D'abord, c'est une expérience d'une personne que vous ne trouvez pas dans les livres, mais la chose la plus importante, que c'est vraiment constater que vous aurez presque 2 fois plus de chances de réussir si vous avez un mentor. Il y a des études qui ont été faites, plusieurs études aux États-Unis, sur les entrepreneurs, et ils ont trouvé que ceux qui avaient des mentors, quelqu'un qui vraiment les aidait à chaque étape, avaient 2 fois plus de chances de réussir et d'avancer. Et en fait, les autres points que j'ai ici sont évidents. Si vous avez un mentor, c'est un réseau qui est plus grand pour vous. C'est pas juste votre réseau, mais c'est le réseau de votre mentor. Et ça, c'est important si, par exemple, vous allez trouver des clients, si vous allez vous mettre votre idée sur un crowdfunding plateforme, si vous avez un mentor qui a un grand réseau, ils peuvent introduire votre idée à son réseau aussi. Ce qui est très important aussi, c'est que quand vous êtes toute seule dans votre entreprise, vous pouvez toujours questionner, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et un mentor peut vous rassurer souvent que vous êtes sur le bon chemin, et bien en même temps peut aussi vous dire non, pour poser des questions et parler avec vous sur les problèmes, de voir si peut-être vous devez changer ce que vous faites. Comme j'ai dit au départ, toutes ces questions sur votre business plan, questions de produit versus marché, de marketing, ce sont tous des domaines où un mentor peut vraiment vous aider. La deuxième question, c'est comment trouver un mentor. Et là, je veux vous dire que une personne qui est un entrepreneur, normalement, c'est un extrovert, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème d'approcher des autres. Et je vous encourage de vraiment voir dans Dakar s'il y a des entrepreneurs qui peut-être ont 10 ans plus d'expérience que vous, qui ont établi des sociétés qui peuvent servir à des mentors à vous, et n'hésitez pas de les approcher par des amis ou bien juste froide, comme si vous approchez un nouveau client. Comme j'ai dit, dans mon expérience d'Endeavor, où nous avons construit un réseau de 4 à 5 000 mentors et des noms des gens qui avaient vraiment de grandes réussites. Normalement, un entrepreneur qui a établi une société qui a réussi
normalement, eux-mêmes, ils avaient des mentors et ils sont très heureux d'être un mentor. Et ceux qui n'avaient jamais pas un mentor disent souvent qu'ils aimaient beaucoup, ils aimeraient beaucoup s'ils avaient un mentor pendant la période de l'établissement de leur entreprise. Donc, j'ai mis quelques points ici sur qui peuvent être un bon mentor, mais je ne peux pas souligner l'importance de ça. C'est que une personne qui est toute seule dans leur startup aura beaucoup moins de possibilités de réussir sans inviter un mentor et des gens pour les aider. Ça ne doit pas être un ami, ça doit être plutôt une relation professionnelle, mais c'est super important de trouver quelqu'un qui puisse vous donner un peu d'encouragement, même qui puisse vous donner des leçons difficiles et des leçons dures. Et donc, c'est très important de trouver un mentor, d'attendre à ce qu'ils ont à dire et d'agir sur leurs idées. Alors, ça, c'est juste ma petite présentation. J'espère que ça vous a donné quelques idées et quelques points de référence et de départ. Et je suis très ouvert à vos questions. Merci. Merci David pour cette présentation et les points importants mentionnés, notamment le fait de saisir l'opportunité, de travailler sur le pivot, de voir les avantages de la marque, les éléments sur le financement avec le crowdfunding, les incubateurs et l'importance du mentoring. Donc, sans tarder, on va prendre les questions. On a une série de questions. La première question, c'est une contribution de l'ASGA qui dit « La pandémie devrait booster l'envie d'entreprendre car une crise est aussi une opportunité pour le business. » Que pensez-vous de cette idée? Tout à fait, je suis absolument d'accord. Comme j'ai dit au départ, en fait, la plupart des entrepreneurs regardent une situation comme ça à être une grande opportunité pour eux. Et c'est absolument la vérité que c'est un bon moment de se lancer en business et c'est un bon moment de penser au business que vous avez et à des possibilités d'évaluer le business et de l'épanouir avec la crise. Merci. Alors, la deuxième question fait référence toujours aux jeunes. Quelle est la stratégie des jeunes pour entreprendre face au COVID-19? Oui, bonne question. En fait, dans la boîte où je suis maintenant à Blackstone, moi, je travaille pour leur fondation et notre fondation a comme grand projet un système en fait de centre d'entrepreneuriat dans les campus universitaires. On est présent sur 24 campus aux États-Unis et quelques-uns en Europe. Et c'est une question qu'on se demande beaucoup maintenant. Est-ce que les jeunes est-ce que ça, c'est un bon moment pour les jeunes de saisir l'opportunité et de penser à des startups? Et ce que j'ai constaté, c'est que l'activité sur les campus, évidemment, ce sont des campus américains où nous avons des relations, mais l'activité des étudiants dans notre webinaire, dans notre programme, s'est épanouie beaucoup depuis les derniers 6 mois, qu'on a transformé le programme en virtuel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les jeunes, je pense que c'est un bon moment. Les jeunes, en fait, ils doivent regarder dans le monde autour d'eux s'il y a des possibilités, même avec leurs amis et leur réseau, de profiter du moment. Par exemple, on a vu beaucoup d'étudiants qui ont développé des idées sur le COVID, mais aussi qui ont développé des idées pour trouver des produits et marchés pour leurs copains qui sont tous plutôt à la maison, ils sont plus dans les campus. Et en fait, on a vu qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment trouvé des bonnes idées sur des apps de wellness, par exemple. Il y en a un qui a lancé à New York University, qui a lancé une app qui s'appelle My Wellbeing, qui a donné les possibilités de méditation virtuelle.
Et ils ont constaté que beaucoup d'étudiants étaient très anxieux avec la cancellation de leur classe, etc. Et en fait, elle était une étudiante en psychologie et elle a lancé cette app de méditation. Donc, il y a toujours des nouvelles opportunités et pour les jeunes, c'est un bon moment aussi que pour tous. Merci. La prochaine question est de Bachir qui demande comment trouver des investisseurs en temps de crise. Oui, Bachir, bonne question. Je pense que comment trouver des investisseurs, c'est une question qui n'a rien à voir avec la crise. La crise peut poser des problèmes un peu plus difficiles de la manque de pitch contest ou de la manque de réunions face à face. Mais c'est pour ça que j'ai parlé un peu de crowdfunding. Je pense que le crowdfunding, c'est une manière de supérer et d'éviter les problèmes de réunions face à face que normalement vous aurez. Aussi, ce que j'ai constaté aux États-Unis, c'est que les pitch contests qui étaient pour la plupart annulés les premiers mois de la crise de mars à juin, j'ai noté maintenant que beaucoup de pitch contests deviennent virtuels. Je pense que Papé, justement, va lancer un pitch contest dans les mois prochains. Et ça serait peut-être une des choses, mais je pense que vous devez regarder sur ce qui avait annulé ces espèces d'opportunités de pitch devant les investisseurs. À mon avis, d'ici 3 mois, vous allez voir que tout ça va devenir virtuel. Il y a des gens qui ont expérience avec ça maintenant et ils ont vu que ça marche aussi bien. Et souvent, ça marche mieux parce que les gens, quand on pitch virtuel, ils sont forcés un peu de concentrer un peu plus sur votre présentation et vos idées et pas nécessairement sur vous personnellement. Et souvent, ça peut vous aider plus que vous causer des problèmes. Oui, alors ça nous revient à... Je ne sais pas si vous voulez parler un peu, Papé, sur le projet de pitch contest que vous êtes en train de mener. Oui, on va le lancer très bientôt et on partagera aussi dans les réseaux, dans les différents réseaux pour les internautes qui nous suivent, qui sont dans les régions où nous irons, notamment Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Ils auront l'opportunité de participer à ce pitch contest. Alors, ce qui nous revient à la question de comment trouver des investisseurs qui est étroitement liée au business plan, qui nous fait suivre la question suivante, qui demande quels sont les 3 points essentiels dans un business plan. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Pardon. 3 critères essentiels dans un business plan. Quels sont 3, si aujourd'hui on devait avoir un business plan, quels sont les 3 critères essentiels? Oui, c'est une question très bien. Khadim. Je pense que les critères sont plutôt, autrefois, ça fait un peu un écho, mais les 3 critères sont plus ou moins les mêmes dans la crise ou s'il n'y avait pas de crise. Première chose, c'est que est-ce que vous êtes ciblé? Est-ce que vous avez vraiment une idée que vous pouvez décrire? Si vous avez 4, 5 idées, je pense que ça devient très difficile pour les gens de comprendre qu'est-ce que vous allez faire et vous aurez moins de chances de réussir si vous avez une bonne idée que vous pouvez vraiment parler dessus. Donc, après l'idée, il faut vraiment montrer qu'il y a une demande pour cette idée, ce produit, n'importe quoi. Il faut vraiment montrer que vous avez une bonne idée qu'il y a un marché et de la taille de ce marché. Si vous avez déjà montré un peu de traction, on dit traction en anglais, de traction sur votre idée, ça serait mieux. Si par exemple vous avez déjà vendu 1000 exemplaires, vous avez déjà des clients, c'est toujours plus intéressant pour quelqu'un de regarder dans un business plan qu'une idée que vous n'avez pas du tout eu l'occasion de faire un essai. Mais de toute façon, il faut quand même avoir une mesure de la demande et la taille du marché. Ça, c'est le deuxième critère. Et troisième critère, est-ce que vous avez quelque chose qui est vraiment nouveau et unique à offrir, soit au niveau du produit ou soit au niveau du prix ou soit au niveau de logistique. Mais si vous n'avez pas quelque chose que vous pouvez montrer dans le business plan est unique, je pense que c'est très difficile pour quelqu'un de
de vouloir soutenir ça. Ils veulent absolument savoir quel est votre, en anglais on dit unique selling principle, votre USP. Et quel est votre, en fait, le point qui fait que le produit va marcher, si on devait le traduire en français? Unique selling point. Oui. Alors, la prochaine question est une question de René, de Ismaël plutôt, qui demande comment faire pour adapter son produit dans des contextes de situation économique difficiles. Oui, donc je pense que la première chose que vous devez faire, c'est ce qu'un bon entrepreneur fait tout le temps, c'est que vous devez être très proche à vos clientes. Si vous êtes proche de vos clientes et vous êtes près de vos clients, si vous parlez avec eux, si vous êtes en contact avec eux, vous allez savoir quelles sont les choses que vous devez faire pour s'adopter vos produits et votre business pour le moment. Je pense que les gens qui ont problème de s'adopter sont les gens qui ont perdu un peu le contact avec leurs clientes et donc ils n'ont pas vraiment l'idée des défis que leurs clientes expérimentent en ce moment. Si vous êtes proche à vos clientes, et ça c'est une chose que normalement est très facile pour un entrepreneur et très difficile pour une grande société. La prochaine question, c'est moins une question, mais plus une contribution de René qui dit, c'est bien la demande qui commande un business. Oui, je pense que, en fait, vous pouvez avoir beaucoup d'idées. René, bonne pointe. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des superbes idées, mais si vous n'avez pas vraiment faire un test de voir qu'il y a des gens, il y a une demande, qu'il y a des gens qui veulent payer pour ce produit ou ce service, vous n'avez pas en affaire. Même si vous pensez que c'est une superbe idée, il y a beaucoup de bonnes idées qui restent sur le pile d'échecs des sociétés. C'est toujours la demande qui est en base. Et ça, c'est, comme j'ai dit au départ, pendant ma présentation, ça, c'est une chose que dans l'époque boom d'entrepreneuriat aux États-Unis était un peu perdu par les entrepreneurs américains. L'argent était un peu trop facile à trouver et vous aviez beaucoup de gens aux États-Unis qui ont lancé des business qui n'avaient pas de clientes. Et en fait, avec beaucoup d'argent qui était, ils pouvaient survivre 1 an ou 2 ans avec les emprunts, avec l'argent des investisseurs en cherchant des clientes. Mais en fait, au bout d'un certain moment, si vous n'avez pas de clientes, la boîte ferme, même si vous avez des financements, etc. Donc, je pense que pour vous, la difficulté de trouver de financement au départ pour un entrepreneur sénégalais peut être un avantage parce que vous êtes forcé du départ de trouver qu'il y a une demande, qu'il y a des clientes. Tout à fait. Alors, la prochaine question est de Ismaël qui pense que le crowdfunding ne répond pas aux réalités sociales et économiques du Sénégal. Que pensez-vous de cela? En fait, c'est assez difficile pour moi à New York de vous donner une réponse à ça. Peut-être je vais passer ça à Papé. Quand on m'a parlé, on m'a demandé de parler un peu sur le crowdfunding, j'ai demandé aux gens de l'ambassade de me donner s'il y avait des plateformes de crowdfunding qui existaient. Parce que je ne voulais pas parler du crowdfunding comme une idée étranger, que vraiment bien aux États-Unis, on a ça, donc vous devez avoir ça en Sénégal. Mais j'étais très heureux de savoir qu'il y a déjà 2 plateformes qui existent au Sénégal. Je pense qu'il y a aussi des plateformes françaises que peut-être ça dépend un peu des business que vous avez. Donc, de ce que j'ai constaté, ça existe au Sénégal. Ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas adopté pour toutes les idées. Je pense que c'est plus facile au crowdfunding de monter une idée où d'abord le financement que vous cherchez, c'est pas énorme. Et aussi, c'est plus facile si c'est un produit que traduise bien online. Si c'est un produit que je peux comprendre très vite, qu'est-ce que c'est, quel est le marché, si vous pouvez dans un paragraphe me décrire le produit, le marché et pourquoi votre idée est vraiment, comme j'ai dit, ce sont les 3 critères du business plan. Mais si vous pouvez faire ça dans un paragraphe, c'est peut-être mieux pour le crowdfunding qu'une idée qui est très complexe.
Papé, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Il faut dire que le crowdfunding est un principe universel d'abord. Les plateformes sont universelles et partout où vous avez le projet, partout dans le monde entier, vous pouvez postuler. Mais la base, c'est qu'il faut maîtriser les principes. Les principes élémentaires, la contrepartie quand vous présentez votre projet, la durée, bien identifier le montant, bien identifier le pourquoi, le target, pour expliquer aux internautes le pourquoi du projet. Et derrière, la durée pour vous assurer que le montant que vous allez solliciter durant ce temps sur la plateforme, durant ce temps-là, vous aurez assez de gens qui verront le projet en ligne et qui seront intéressés à contribuer sur le projet. Donc ça suppose une préparation et il y a un important aspect de communication derrière qu'il faut maîtriser, d'où les entrepreneurs qui veulent souvent lancer des campagnes de crowdfunding doivent connaître d'abord les plateformes et doivent savoir quelles sont les stratégies pour pouvoir présenter le projet en ligne. Et c'est là où on a des difficultés. Mais moi, je pense que c'est adapté et c'est ouvert. La preuve, c'est qu'on a 2 plateformes de crowdfunding et de plus en plus en Afrique, on voit des projets qui arrivent à lever des fonds via les plateformes de crowdfunding. Et moi, je dirais une autre chose, juste pour ajouter un peu, c'est que pour moi, ce qui est très intéressant du crowdfunding, c'est que ce n'est pas une idée, une nouvelle idée. C'est une nouvelle manière de faire quelque chose qui se faisait depuis 100 ans, ce qui veut dire que normalement, ça c'est la première étape pour un entrepreneur pour trouver du financement, c'était souvent d'aller parler avec son réseau. Même s'il y avait avant l'Internet, il parlait avec les gens de son village, il parlait avec les amis, les introduit aux autres. Donc, le crowdfunding comme plateforme, ce n'est pas une nouvelle idée, c'est juste une nouvelle manière, peut-être plus efficace, de trouver beaucoup plus de personnes très rapidement et de s'effectuer le paiement et l'investissement. Mais l'idée n'est pas une nouvelle idée. Et donc, je suis très adopté au Sénégal et comme Papé a dit, à tout le monde. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on connaît traditionnellement ce qu'on appelle chez nous les tontines. Et avant, c'était une manière de contribuer, de faire contribuer les amis, les parents tout autour du projet. Et c'est une forme de crowdfunding. Comme David l'a dit, c'est juste la manière qui a changé de manière innovante en utilisant le digital et en créant des plateformes qui permettent aux internautes de contribuer financièrement sur son projet. Donc, c'est ce qui nous amène à la prochaine question de Omar qui dit que le marketing en ligne est tributaire des médias sociaux. Il demande quelles sont les techniques pour avoir plus de followers, particulièrement sur Instagram. Donc, ça, c'est un peu la stratégie digitale. Okay. D'abord, Instagram, c'est une très bon réseau pour trouver en présence. Moi, je dirais que moi, je suis un peu trop âgé pour vous donner le meilleur avis sur Instagram. J'aurais dû inviter ma fille pour vous donner plus d'idées. Mais je pense que ce que vous devez penser, Instagram, c'est une bonne idée aussi, c'est quelles sont les opportunités digitales que vous avez, des photos, des testaments de clients que vous pouvez mettre en ligne pour vraiment souligner que vous avez une idée ou vous avez un produit ou un service qui est nécessaire et qui est différente et de bonne qualité. Et donc, ce que je pense que pourrait être une bonne idée, c'est comme j'ai parlé un peu du smartphone, c'est que faire une vidéo de vous en train de montrer le produit ou le service, faire de belles photos du produit en utilisant, inviter à vos clientes de contribuer aussi sur votre plateforme Instagram, leurs photos de votre produit. Ce sont tous des manières de s'épanouir le message. Évidemment, si vous avez la possibilité de trouver des gens, la première chose que moi je dis toujours aux gens qui commencent en social media, c'est de voir sur social media qui sont faire une liste des 25 personnes ou 50 personnes qu'ils connaissent qui ont le plus de followers. Parce que moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de followers et j'ai 1000 gens qui sont des followers de moi à Facebook. Mais parmi les 1000 gens, il y a 50 qui sont vraiment des gens que j'appelais influencers. Que j'ai 50 amis sur Facebook qui ont plus de 500 personnes à chacun. Et donc,
ça ne m'intéresse pas tellement les 950 qui ont 30 amis sur Facebook. Ce qui m'intéresse, c'est les 50 qui ont beaucoup de followers et de vraiment faire un outreach à eux et demander à eux de faire un tweet sur moi, de souligner ça. Ce n'est pas important de commencer avec 1000 personnes. Ce qui est important, c'est de trouver les 15 à 20 personnes qui ont déjà une présence aux réseaux sociaux et de trouver des manières pour eux de s'avancer votre marque et votre image. Donc, si vous, par exemple, êtes sur Twitter, c'est très important si vous allez faire un tweet pour promotion de votre produit, c'est très important de demander aux 20 personnes que vous connaissez qui ont le plus de followers si eux, ils sont d'accord pour retweet ce que vous avez fait. Et c'est comme ça que vous construisez une stratégie de médias sociaux. Ouais. Et toujours continuant sur la stratégie social media, il y a une question de Fatkine qui demande à quelle fréquence on doit faire des posts sur les réseaux sociaux. Moi, en fait, il y a des gens qui divisent leur opinion. Il n'y a pas une bonne réponse. Moi, personnellement, je pense qu'au moins tous les 2 jours, si vous avez un produit, un service, vous devez être en train de parler de ça. Le plus important, c'est que les posts doivent être différentes et intéressantes. Ça, c'est plus important que la fréquence. Si vous allez vraiment poster la même chose du jour en jour, c'est pas intéressant et ça vaut pas la peine et vous allez perdre des gens. Mais le défi pour vous, c'est de trouver une manière d'être présent devant votre client, présent devant les gens qui vous suivez, qui vous suivent, mais avec des nouvelles, avec des photos, avec un message qui est un peu différent tous les jours, tous les 2 jours. Ça, c'est parce qu'en fait, si c'est toujours différent, ça va les intéresser, ça va les faire continuer de vous suivre. Si c'est toujours le même message, ça peut devenir pénible pour eux. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant ce conseil. Donc, revenons toujours aux contributions. Cette fois-ci, on a une contribution. René dit qu'il est bien vrai que le mentoring est très important. Cela permet de redresser la marche d'une entreprise. C'est comme vous le dites tout à l'heure, l'importance du mentoring. Oui, absolument. Ouais. Et là, vous pouvez avoir plusieurs mentors. Moi, personnellement, je trouve que vous devez identifier une personne qui peut vraiment servir comme mentor permanent, mais aussi, vous pouvez trouver aussi des mentors dans certains domaines. Donc, par exemple, la dernière question sur la fréquence sur social media et ma réponse qui était que c'est plutôt une question de qualité du message que la fréquence. Mais la fréquence est important quand même. Mais par exemple, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un que vous voyez qu'eux-mêmes, ils ont une très bonne présence social media. Peut-être ils ne sont pas vraiment dans votre domaine, ils ne peuvent pas servir comme mentor sur tous vos problèmes, mais au niveau de social media, c'est peut-être quelqu'un auquel vous pouvez approcher et demander des idées, demander à eux de voir ce que vous faites en ce moment et de vous donner des idées de comment vous pouvez changer le message, faire quelque chose de différent et plus intéressant. Tout à fait, tout à fait. Alors, la prochaine question, Cher, demande comment les entrepreneurs du secteur informel peuvent-ils s'adapter? Oui, du secteur informel. Ça, c'est toujours un défi. Je pense que pour beaucoup de gens du secteur informel, c'est souvent dans le logistique. Je peux parler au départ de ceux qui sont dans le logistique. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, en ce moment, il y a une grosse demande pour logistique et pour ce qu'on dit aux États-Unis, les derniers kilomètres jusqu'à la maison. Et ça donne peut-être la possibilité plus pour les gens dans l'informel. Je trouve que je ne suis pas vraiment au courant des sociétés et nouveau, le gig economy au Sénégal exact. Mais ce que j'ai constaté en Amérique latine, où j'ai travaillé beaucoup, c'était que l'arrivée des plateformes comme Uber, des plateformes de livraison à la maison, a donné aux gens du secteur informel vraiment pour la première fois la possibilité de rejoindre le secteur formel.
si vous êtes dans le secteur informel, surtout dans le logistique, si vous êtes chauffeur de taxi informel ou vous êtes dans la livraison, de se joindre à ces plateformes genre Uber, genre Papé, peut-être vous pouvez m'aider avec ces plateformes, mais ça donne aux gens la première possibilité avoir un peu plus de transparence dans le prix qu'ils demandent pour leur service, dans le relation avec leurs clientes. Et donc, je trouve que ça n'a pas à voir vraiment avec le COVID, mais c'est juste les 2 dernières années, c'est que l'arrivée de ces plateformes de travail informel, de travail flexible, donne aux gens dans l'informel la première possibilité de régulariser un peu leur statut. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va prendre la question suivante de Pape qui demande, est-ce qu'une crise financière peut avoir des conséquences sur les possibilités de crowdfunding? Peut-être oui et peut-être non. C'est vrai que dans une crise financière, les gens sont un peu moins intéressés dans le risque, mais en même temps, je pense que, comme on a parlé pendant toute cette heure, comme c'est une période où il y a beaucoup de productivité sur les nouvelles idées, c'est peut-être aussi une occasion où les gens sur le crowdfunding regardent pour voir où sont les nouvelles idées et ils se remettent en question l'investissement dans certains domaines traditionnels. Et donc, peut-être c'est un bon moment pour les investisseurs de faire. En fait, le risque, moi, je trouve que de toute façon, quand tout est mis en question, le risque d'embarquer dans un nouveau projet est moins. Tout à fait. C'est d'ailleurs d'autant plus important que, comme on dit, on ne sait jamais si ça peut impacter, mais oui ou non. La réponse reste mitigée. Alors, la question d'Alune. Alune aimerait savoir comment optimiser la visibilité de son projet. Comment optimiser? Comment optimiser? Oui, comment rendre plus visible son projet? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une question qui va avec les questions qu'on avait déjà sur le marketing. Tout à fait. Je pense que, en fait, il faut vraiment réfléchir sur votre présence digitale, comme j'ai dit. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, vous devez essayer de trouver des amis qui peuvent vous aider à s'élever votre présence au niveau Twitter ou Facebook ou quelconque plateforme quelconque. Je pense que si vous n'avez pas pensé, si c'est un produit physique, il faut vraiment penser à la manière de montrer ce produit. Est-ce que vous avez vraiment de belles photos, de bonnes photos qui montrent le produit sur tous les niveaux? Et donc, quand vous allez monter ça sur Facebook ou sur un site Internet, est-ce que ça se présente comme un produit très professionnel? Donc, évidemment, vous pouvez demander aux gens, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, avec un smartphone, vous avez une super caméra, vous avez une manière de faire une vidéo du produit. C'est un peu différent si c'est un service, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment... Et il faut aussi penser il y a plusieurs réseaux sociaux, il y a plusieurs plateformes. Il faut penser un peu où sont les clients que vous pensez. Si ce sont des jeunes, c'est plutôt Instagram, même Snapchat où ils sont. S'ils sont des gens un peu plus âgés, c'est peut-être Facebook qui peuvent vous servir comme plateforme principale. Tout à fait. Et je pense que là, il y a aujourd'hui de plus en plus, il est important de définir une stratégie social media. Il est important de savoir où est-ce que ma niche de clients est. Où est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que mes consommateurs ou mes clients me suivent plus sur Facebook ou bien utilisent plus le téléphone, le mobile? Oui. Et quelle est la stratégie que je dois développer derrière? Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous faire aider par des spécialistes social media, on appelle des community managers, qui vous auront à définir une stratégie pour optimiser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Absolument. Et l'autre chose que je vous suggère, c'est que ça, c'est, comme j'ai dit au départ, le plus important et le grand avantage d'un entrepreneur sur une société plus établie, c'est que normalement, vous êtes plus proche à vos clientes.
Et je vous suggère de vraiment aller parler avec vos clients, savoir où sont-ils, comme Papé vient de dire, dans quel réseau social trouvent la plupart de vos clientes. Et si vos clients, si vous avez une clientèle qui est différente que vous, si ce sont des clientèles, si vous êtes une femme de 50 ans et vous avez un produit de mode où les clients sont des gens à votre âge, probablement vous pouvez juste parler avec vos amis et vous-même. Mais si vous avez un produit pour des jeunes et vous n'êtes pas jeune, vous devez aller parler avec des jeunes pour savoir quels sont les sites où ils se trouvent, quelle est la manière dont ils veulent être parlés. Moi, souvent, je dis que, par exemple, avec le programme que je mène maintenant au campus universitaire américain, moi, je pense souvent, en fait, on a pris comme stagiaire cet été 2 étudiants et on les a donné la stratégie marketing à réviser parce qu'on a dit, nous sommes tous trop âgés pour savoir quelle devait être la meilleure stratégie de trouver le plus d'étudiants. Mais un étudiant, ça tout fait. Et Louise, les 2 stagiaires qu'on avait, nous ont aidé beaucoup avec le vocabulaire qu'on a utilisé, des idées sur les sites qu'on doit concentrer. C'était tous des idées que nous, on n'aurait jamais dû avoir. Merci. Alors, la dernière question de Khalil, il demande, est-ce que l'entrepreneuriat peut être combiné avec une activité professionnelle? Au départ, oui. En fait, ça, c'est une chose très intéressante. J'ai aidé beaucoup mon ancien patron de Endeavor avec un livre sur l'entrepreneuriat qu'elle a écrit. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que on prend souvent que l'entrepreneur est quelqu'un qui aime bien prendre le risque. Mais en fait, ce n'est pas du tout la vérité. Quand vous parlez avec des entrepreneurs qui ont réussi, ce sont des gens qui ont essayé à chaque étage de minimiser le risque. Évidemment, il y a un peu de risque, mais en fait, ils ont essayé. Et souvent, au départ, une manière de faire ça, c'est de garder votre emploi, d'avoir un emploi, d'avoir un salaire en même temps que vous lancez votre nouvelle idée, votre entreprise. À un moment donné, il y a un moment où vous devez concentrer à 100% sur l'entreprise. Mais au départ, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée d'essayer de faire 2 choses. Mais la chose qu'on a aussi constatée, c'est qu'il y a un moment où vous devez toujours penser au moment où vous devez dire, maintenant, je vais prendre le risque et je vais faire ça à plein temps. Mais au départ, ce n'est pas une mauvaise idée de garder un peu votre pied dans un salaire ou un job que vous avez. Tout à fait, merci. On a fait le tour des questions. On a vraiment balayé de manière très large. David, merci pour ces précieux conseils. On a parlé de comment saisir l'opportunité. On a parlé également de comment faire le pivot en temps de crise et définir, identifier les besoins réellement durant cette crise et les transformer en idées de projet, en opportunités réelles. On a parlé des avantages, on a parlé de la marque, de l'importance de la marque et du positionnement de la marque. On a parlé, on est revenu largement sur le crowdfunding, méthodologie innovante de financement. On a parlé du mentorship et de son importance dans le développement de l'activité de l'entrepreneur. Et vous avez donné différents conseils et orientations aux entrepreneurs sur comment aujourd'hui ils doivent saisir les opportunités et comment aujourd'hui ils doivent transformer les défis en opportunités face à la crise. Ceci met fin à ce webinaire. Nous tenons à remercier les internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Je ne sais pas, David, si tu as un dernier conseil aux jeunes qui nous suivent, qui posent toutes ces questions, ce serait quoi? Oui, bonne chance à tous. Continuez avec vos idées. Et en fait, je dirais une chose en anglais et vous pouvez traduire après, mais mon patron qui était chef d'Endeavor pendant 10 ans a toujours dit, if people tell you that you're crazy with your idea, then it means you're doing the right thing. Qui veut dire que si les gens vous disent que vous êtes complètement fou avec vos idées, ça veut peut-être dire que vous êtes sur le bon chemin. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est cette folie qui amène les gens très loin. Merci encore une fois à toutes et à tous. Et ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci.